Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour faire un petit état d'avancement de mon Pumpkin Autumn Challenge. J'ai fait ma première vidéo de lancement du Pumpkin Autumn Challenge il y a un mois pile poil. J'ai commencé avec un mois de retard. Et puis ce mois-ci j'ai pas mal avancé, j'ai l'impression, mais en même temps je me suis complètement perdue dans des lectures qui n'étaient pas du tout au programme. Je me suis laissée attirer par la nouveauté. Donc je trouvais intéressant de faire cette vidéo et surtout de voir catégorie par catégorie où est-ce que j'ai lu le plus de livres, est-ce que j'ai un menu complet ou pas. J'en ai pas la moindre idée pour le moment. Comme je ne sais plus dans quelle catégorie j'ai mis les livres, à côté de moi j'ai mon téléphone avec l'article de blog que j'ai fait sur le sujet. Et du coup voilà, je vais pouvoir voir petit à petit. Alors, dans le menu 1, Automne frissonnant, je suis Médée, vieux crocodile, donc trahison, thriller, policier, j'en avais mis 3. J'avais mis L'épouvantail de Connelly, j'avais mis Rouge et le sang de Sam Millar et j'avais mis Thérèse Raquin de Zola. Thérèse Raquin c'est ma prochaine lecture, mais pour le moment je n'ai lu que L'épouvantail de Connelly. Donc L'épouvantail de Connelly, j'avais des petites appréhensions au moment de la lecture parce que je suis très habituée à lire des romans de Connelly avec l'inspecteur Bosch comme personnage principal. Et c'est un personnage qui a vraiment une très très grosse personnalité, une très grosse présence, donc j'avais un peu peur que ça fasse un flop. Dans ce livre, on suit Jack McEvoy, qui est journaliste. Et alors, à la lecture, je me suis rendu compte qu'en fait, on le croise dans un autre livre de Connelly avant comme personnage secondaire, mais il a décidé de le faire passer en personnage principal. Jack McEvoy, c'est un journaliste qui est là depuis des années, qui couvre un petit peu tous les faits divers auprès de la police. Donc il a son réseau, ce qui est assez intéressant. Et un jour, son rédac chef le contacte et lui dit bah voilà, tu es licencié, tu pars dans 3 semaines, un mois, et puis tu dois absolument former la personne qui prend ton relais, qui est une femme et qui est là parce que bah, elle est moins chère, elle est jeune, etc. Donc voilà. Fais ta petite vie pendant ces 3 semaines et puis après tu te débrouilles. Il continue à faire ses petites chroniques et puis un jour il écrit une chronique sur un procès qui a eu lieu. Il reçoit un appel furibond d'une femme qui lui dit bah en fait non, t'as dit que mon fils il était coupable mais il l'a pas tué, j'en suis sûre, il l'a pas tué. Et il se décide à creuser un petit peu ce sujet. Plus il creuse, plus il se rend compte qu'en fait cette femme qu'on a retrouvée dans le coffre d'une voiture morte, c'est pas la seule. On a retrouvé un petit peu partout dans le pays au cours des 10-20 dernières années et que bah il y a peut-être un serial killer qui traîne quelque part. Et au lieu de passer ces 2-3 dernières semaines au boulot à faire des petites tâches un peu ingrates juste pour passer le temps, il décide de mener l'enquête à fond pour faire le plus bel article de sa carrière et un peu leur faire regretter en fait de l'avoir viré. Bien entendu, coup classique du polar, il finit par trouver qui est l'assassin, il se retrouve confronté à l'assassin, etc. C'était pas déplaisant, c'était très sympathique, ça se lit bien, c'est sympa, voilà, j'ai que ça comme mot. Je pense qu'en fait, ce qui m'a perturbée, c'est que ça ressemble beaucoup, par certains points, aux enquêtes de Bosch. Mais les différences font que c'est moins prenant. Le personnage par exemple, j'ai trouvé que c'était une espèce de sous-version de Bosch avec un métier différent, mais il n'y a pas ce charisme, il n'y a pas cette force de personnage. Alors peut-être que le personnage n'est pas encore assez développé pour le moment et qu'il faut plus de romans dans cette série pour qu'on apprécie un petit peu mieux le personnage. Mais là en l'état, je suis restée un peu sur ma faim. Je lirai clairement d'autres livres de cette série. De toute façon, Connelly, c'est pas l'auteur qu'on va lire quand on veut un truc vraiment super prenant de A à Z. C'est plus du polar détente entre guillemets. Voilà. Oui, mais non. Dans la catégorie Les chimères de la Sylve Rouge, donc gothique, vampire, créature de la nuit, j'en avais mis que 2. J'avais mis Dracula de Bram Stoker et Une porte sur l'hiver. Je n'ai lu ni l'un ni l'autre parce qu'en fait je compte me faire un gros week-end de lecture un peu Halloween et me plonger dans l'ambiance, etc. Donc j'en ai gardé, je les ai, ils sont derrière moi, mais ils sont pour une future lecture.
Dans la catégorie Les supplices de la belladone, couverture noire, j'avais mis Disparition programmée, La 9e maison et Sortie 32B. Et j'ai lu les 3. Comme ça, c'est complètement déséquilibré mes lectures. Alors, Sortie 32B d'Antonio da Silva. Comment vous décrire ce livre? Honnêtement, c'est le genre de livre où on ferme, on se dit bon, je sais pas ce que j'ai lu, je crois que j'ai perdu mon temps, mais en fait je suis même pas vraiment sûre. Et je suis très perplexe. Le début était très intéressant parce qu'on se retrouve en fait directement plongé dans l'action avec 2 enfants qui sont avec leur oncle dans une voiture, sur une autoroute, il commence à se passer des choses bizarres, une équipe de basket féminine, ados, qui se retrouve aussi dans un bus sur la même autoroute. On voit des trucs bizarres qui se passent et puis tout d'un coup tous les adultes qui pètent un câble et qui se mettent à essayer de tuer les enfants et de les agresser. C'était hyper intéressant parce qu'on se dit bon bah où est-ce qu'on va aller? Ok, ces 2 enfants et cette équipe de basket se regroupent pour essayer de trouver une sortie, de trouver une solution. Et j'étais prise dans l'histoire. À un moment, c'est devenu juste too much. Je pense que c'est au moment où on s'est retrouvé avec des poulpes volants sur l'autoroute où je me suis dit... Voilà, là je me suis dit on part dans le n'importe quoi, et surtout la fin. J'ai trouvé que c'était ce type de fin, vous savez, où on a l'impression qu'on a voulu mettre beaucoup de choses pour trouver une solution à peu près rationnelle et une fin qui explique à peu près l'histoire. Mais en fait, je pense qu'il aurait fallu éviter ça. La fin m'a vraiment dépitée. Je me suis dit, ah oui, tout ça pour ça. Je me suis dit que c'était too much. Après, niveau vocabulaire, niveau lecture, les 200 premières pages sont vraiment très cool. On se retrouve dans cette histoire, on sait pas ce qui se passe. C'est intéressant. Moi, ça m'a rendue curieuse. Ça se lit bien, ça se lit très vite. Hein. C'est en mode page turner. C'est un roman pour ados. Mais voilà, pour moi c'est un gros manqué en fait. Il y avait du potentiel et ça tombe à plat. La 9e maison de Leigh Bardugo. Alors, là on est sur un truc qui est complètement différent. On y suit Galaxy Stern, une jeune femme qui arrive à Yale en tant que plus récent membre de la maison L'été. On se rend compte au fur et à mesure que cette jeune fille, elle est là pour une raison très particulière. C'est qu'elle peut voir les esprits autour d'elle. Elle a survécu à un gros massacre, on sait pas trop ce qui s'est passé. On sent que quand même c'est pas très clair tout ce qui s'est passé sur ce massacre, mais elle arrive à Yale où personne ne la connaît, où elle n'était pas du tout prédestinée à aller parce qu'elle n'avait pas des super notes. Elle a été ramenée vraiment dans cette maison L'été parce qu'elle a un don particulier. La maison L'été est chargée de surveiller l'activité magique des autres maisons de Yale. Donc on va retrouver les Skull and Bones, les Scroll and Key, enfin des grosses sociétés secrètes, ou presque pas secrètes, qui existent réellement, mais là l'auteur a apporté vraiment un côté magie et un côté très noir, où on va se retrouver avec des gens qui manipulent des cadavres pour des rituels, pour justement prédire le cours de la bourse, enfin c'est vraiment un univers que j'ai trouvé hyper intéressant. Donc elle est là pour surveiller un petit peu ce qui se passe et s'assurer lors des cérémonies que les maisons n'abusent pas de leur pouvoir et qu'il n'y ait pas un souci. Et puis un jour, il y a une jeune fille qui meurt sur le campus. Et elle sent que c'est pas normal cette mort. Qu'il y a quelque chose de magique autour de ça et que peut-être les différentes maisons sont impliquées. Et au même moment, son mentor, qui est là pour l'aider à naviguer dans cette nouvelle vie étudiante et cette nouvelle vie magique, disparaît. Et les choses s'enchaînent. Et on est en fait dans un espèce de polar fantastique noir que j'ai trouvé génial. J'avais un peu peur que ce soit trop young adult. J'aime beaucoup le young adult, mais là j'avais pas forcément envie de lire ça, surtout par rapport à l'histoire. J'avais envie d'un truc qui soit vraiment un petit peu plus complexe, et j'ai adoré. J'ai trouvé que vraiment on était dans un niveau de complexité qui n'était pas too much. On était dans le bon niveau de complexité où il faut réfléchir pour se plonger dans l'univers, mais une fois qu'on est dedans, on y est quoi. Au début on comprend pas tout, mais une fois qu'on est dedans, vraiment on y est. Les événements s'enchaînent, c'est génial. Mon seul petit bémol quand même, c'est sur la fin,
Parce que la fin, on est un peu sur un truc genre plot twist, replot twist, re-re-re-plot twist, et pour finir, plot twist. C'est un peu too much là quand même. On aurait pu s'arrêter, à la limite en garder 2. Voilà, 2 plot twists, on était bien. 4 ou 5 là sur la fin, c'était un peu lourd, en mode ah, on va expliquer comme ça, et puis on va expliquer comme ça, et on va expliquer comme ça. Je pense qu'il aurait fallu faire un choix. Par contre, si je prends la lecture au global, j'ai beaucoup aimé l'ouverture sur le tome 2 qui est sorti ou qui va bientôt sortir, je suis pas très sûre. En tout cas, je crois qu'il est sorti en anglais, à vérifier. Mais je la trouve super intéressante. Il me tarde de lire le 2e tome. Et pour moi, c'est un très bon premier bouquin de série. Donc j'espère que le tome 2 sera au même niveau et je pense que je l'achèterai dès sa sortie. Et 3e livre de cette catégorie, Disparition programmée de Roland Smith. Alors, là on est sur du junior, hein. Clairement en termes de lecture, on est sur de l'ado, je pense jeune ado, enfin ça se lit très bien, c'est sympa. C'est aussi visiblement le premier tome d'une série. C'est l'histoire de Jack, qui est un adolescent somme toute banal, qui tout d'un coup voit sa vie basculer parce que son père est accusé de travailler avec des gens d'un cartel sud-américain et de les aider à passer justement de la drogue entre les États-Unis et l'Amérique du Sud avec son avion. Un soir, des membres du cartel débarquent chez eux et essayent de faire pression sur le père pour qu'il se taise absolument, etc. Du coup, le système judiciaire décide de les placer, lui, sa sœur et sa mère, dans le programme de protection des témoins et leur créer une nouvelle identité, les fait déménager dans un autre endroit. Et voilà, c'est à eux de recréer complètement leur vie. Et puis, bien évidemment, peut-être que le cartel les cherche toujours un petit peu et finirait par les retrouver. C'était sympa, c'était sympathique. Honnêtement, je suis pas le public pour ça. C'était un peu trop simpliste pour moi. Je l'ai lu en quelques heures, j'ai passé un bon moment. C'était chouette. Je pense que si vous avez des ados entre 12 et 14, entre 11 et 13 ans et qui lisent un petit peu ou qui ont envie de se plonger dans un truc qui est un peu polar sans être gore, sans être sanglant, tout en restant un peu gentil, quoi, sans ce côté très noir en fait de l'enquête et du polar, et ben c'est chouette. C'est chouette, et visiblement il y a un 2e tome. Donc voilà, c'est chouette. Je suis pas le public, c'est tout. Catégorie Esprit es-tu là ? Fantôme, fantôme du passé, famille, classique, histoire. J'avais mis L'étrange vie de Nobody Owens, Le Horla de Maupassant et Marqué à vie d'Emily Shep. Donc Nobody Owens et Le Horla, je l'ai mis dans ma palle pour Halloween, mais j'ai lu Marqué à vie. Marqué à vie, c'est un polar scandinave. On y suit une procureure qui s'appelle Jana, qui se retrouve appelée sur la scène de crime d'un haut fonctionnaire de l'immigration qui a été assez décrié pour sa politique d'immigration. Et forcément tout le monde se dit que ce meurtre est lié à ça. Pourtant, sur la scène de crime, il ne trouve aucune trace du coupable. Par contre, ce qu'il trouve, ce sont des traces qui semblent être celles d'un enfant. Il est improbable pour tout le monde qu'un enfant ait assassiné un haut fonctionnaire. Donc bon, l'enquête piétine un petit peu, et puis, un jour, il retrouve le cadavre d'un enfant. Tout correspond avec ce qu'ils ont trouvé sur la scène de crime. Ils se rendent compte que cet enfant a vraiment tué le haut commissaire, et surtout, ils se rendent compte que cet enfant a, sur la base du cou, une gravure bizarre, un nom gravé. Et là, Jana, donc qui est procureure, qui n'a pas vraiment de souvenir de son passé, prend conscience qu'elle est peut-être liée à cet enfant parce qu'elle a elle-même la même gravure, avec un nom différent, mais exactement au même emplacement. Donc s'ensuit en fait une espèce de quête à la fois sur les souvenirs de Jana et en même temps comprendre qui sont les meurtriers. J'ai trouvé le plot très intéressant. C'est-à-dire que quand je lis le pitch, je me dis ah ouais, c'est vraiment cool. Quand je connais les éléments de l'histoire, je me dis ah ouais, c'est vraiment intéressant en fait comme histoire. Mais l'écriture m'a pas tant plu que ça. C'est-à-dire que je suis restée oh c'est vraiment cool, et
c'est le genre de polar que j'ai pu fermer pendant 24 heures et 48 heures et ne pas du tout y penser. Tandis qu'habituellement, les polars, on est quand même tenu en haleine et on a envie de savoir ce qui se passe ensuite. Et là, c'était un peu trop téléphoné sur la fin. C'était pas déplaisant. Si j'ai l'occasion de lire un autre livre de l'auteur, je le ferai. Maintenant, est-ce que je rachèterai volontairement un autre livre de l'auteur? Je suis pas sûre. Mais si vous avez envie d'un truc assez léger, parce qu'au final on n'a pas tellement ce côté gore ou sanglant qu'on peut avoir dans certains polars, allez-y. Donc sur ce menu, il me manque une catégorie pour le valider. Et pourtant c'est là où j'ai lu le plus de livres. Menu 2. Automne, douceur de vivre, il fait un temps épouvantail, automne, Halloween, Samhain. Je n'ai rien lu et je n'avais rien mis dans cette pile. Siroter un chocolat chaud à la cannelle sous les sols, enfance, anthropomorphisme, feel good. Non, ils sont encore derrière moi, ce sont les deux Alice au Pays des Merveilles et Billy Brouillard. Je les ai pas lus. Fafnir ton assiette, sinon pas de piécettes. Donc créatures légendaires, petit peuple, conte légende. J'en avais mis 2. Brisingre de Christopher Paolini et Percy Jackson. Et j'ai lu Brisingre. Et j'ai même lu le 4e tome de Eragon. Et c'est ce qui m'a pris autant de temps ce mois-ci. Donc je vais pas vous raconter uniquement le tome 3, sinon ce serait plein de spoilers. Mais la saga Eragon, le cycle Eragon, parce qu'au final il y en a 4, pour ceux qui ne connaissent pas, on y suit l'histoire donc d'Eragon, qui est un jeune garçon qui habite dans la vallée de Palancar. Et il n'a pas grand chose de différent des autres garçons de son âge. Il vit avec son cousin et avec son oncle. Et puis un jour, alors qu'il est en train de se balader sur la crête, il trouve un caillou bizarre, une roche bizarre bleue. Il se sent attiré quand même par cette roche, donc il décide de la ramener chez lui. Et là, il se met à se passer des trucs un peu étranges. Dans le village, il commence à y avoir des gens un peu louches qui passent, qui posent beaucoup de questions. Donc il se demande un petit peu, qu'est-ce qui crée ce changement, qu'est-ce qui pousse ce changement. Lui, il essaye d'échanger cette pierre qu'il pense précieuse contre de l'argent, parce qu'il n'y a pas vraiment d'argent. Et puis personne n'en veut. Donc il la garde chez lui. Et puis un jour, cette pierre, elle commence à se craqueler. Et de cet œuf, donc, il voit émerger un petit dragon, une dragonne en l'occurrence, qu'il va appeler Saphira. Ce qu'il y a, c'est que les dragonniers et les dragons, ça fait presque des siècles que tout le monde pense qu'ils ont disparu. C'est une espèce qui est complètement en voie de disparition parce que le tyran au pouvoir, Galbatorix, est le dernier dragonnier et a tué tous les œufs de dragon et a tué tous les dragonniers. Donc l'intégralité du pays subit en fait le joug de ce tyran et n'a aucun espoir de voir les choses changer. Sauf qu'Eragon se retrouve avec un œuf, 2 dragons, un bébé dragon en l'occurrence qu'il a choisi comme dragonnier, et il ne sait absolument pas ce qu'il fait. Donc il commence par cacher le dragon. Ce qui se passe, c'est que les gens qui cherchaient des infos un petit peu partout, au final ils ont fini par entendre qu'un garçon avait voulu échanger une certaine pierre contre de l'argent, etc. Et ces gens-là se rendent à la ferme. En entendant du bruit, Eragon part se cacher et il assiste à la destruction de la ferme et au meurtre de son oncle. Donc il part, il sait pas du tout où il va et il est rejoint dans son chemin par le conteur du village qui au final s'avère être un ancien dragonnier du nom de Brom, et je ne vais pas pouvoir vous en spoiler plus que ça, mais on y suit donc tout le chemin d'Eragon qui doit absolument déjà se cacher de Galbatorix et puis apprendre à devenir un dragonnier pour peut-être plus tard renverser Galbatorix. Dans toute son histoire, dans tout son chemin, il va rencontrer des créatures qui vont s'allier à lui. On va avoir des elfes, on va avoir des nains, on va avoir des villageois, on va avoir plein de personnages hauts en couleur qui vont composer en fait tout le paysage de cette saga. J'ai adoré les 3 premiers tomes. Le 4e m'a semblé trop long en fait. Il fait 900 pages, mais surtout on a beaucoup de descriptions de batailles. Alors oui, forcément, on arrive à la fin où
comme dans tout ce type de saga, on se retrouve avec une résolution. Est-ce qu'il va tuer Galvatorix ou pas? Mais voilà, j'ai trouvé le dernier tome long dans sa première partie. Dans sa deuxième partie, je l'ai trouvé très intéressant. J'apprécie la fin laissée en suspens. Mais les 3 premiers tomes de cette lecture, ce sont vraiment... c'est vraiment pour moi la lecture un peu bonbon par excellence. Alors je l'avais lu quand j'étais plus jeune, hein. J'avais lu je crois les 3 premiers et pas le dernier. Et j'ai adoré les redécouvrir. Pour moi, c'est une très chouette lecture. Dernière sous-catégorie de ce menu-là, A Window to the Past, donc sorcière, SFFF, magie, etc. J'avais mis dans cette catégorie, sans parler du chien de Connie Willis, le livre perdu des sortilèges de Deborah Harkness et La ville sans vent d'Éléonore Bévillepoix. Le livre perdu des sortilèges est dans ma palle Halloween, mais j'ai lu La ville sans vent d'Éléonore Bévillepoix. Alors, ce livre m'a laissé mitigé, mais je l'ai trouvé très intéressant. Dans ce roman, on se retrouve en fait dans une ville organisée autour d'un système de caste verticale. C'est-à-dire que ceux qui sont tout en haut sont les mages, les gens qui sont vraiment... qui ont des rôles dominants dans la cité. Et plus on va vers le bas, plus on se retrouve avec des gens qui sont très pauvres. C'est une ville dans laquelle on utilise la magie. Quand on utilise la magie, on devient mage. Si on passe un concours qui va être assez compliqué. Il n'y a que quelques élus à la formation de mage. Et voilà, on est dans cette atmosphère où, de niveau en niveau, l'ambiance change complètement. Donc on commence par y suivre le personnage de l'Astyanax qui, à 19 ans, vient de finir sa formation de mage, passe sa soutenance entre guillemets face à un comité. Et au moment où il sort de sa soutenance, il apprend que son mentor, celui qui l'a accompagné pendant toutes ces dernières années, est mort. Est mort d'une manière qui laisse à penser qu'il a été assassiné. Donc ça commence à lui mettre la puce à l'oreille, il commence à faire des recherches un petit peu autour de ça pour savoir qu'est-ce qui se passe exactement, pourquoi quelqu'un aurait voulu tuer un mage et quelqu'un de très haut placé. Et en même temps, arrive en ville Arca, qui est une jeune fille au passé un peu trouble, on ne sait pas du tout d'où elle vient exactement au début, mais qui semble échapper à quelque chose. Elle échappe à quelque chose, mais alors il y a un truc qu'elle sait toujours trouver, ce sont les problèmes. Et ce sont deux opposés. L'Astyanax est très réfléchi, très cartésien, il adore lire, apprendre des choses, etc. Arca, elle sait à peine lire, vraiment très peu écrire, elle est très impulsive, elle adore se battre, elle adore monter à cheval. Et petit à petit, en cherchant de l'argent, elle finit par se retrouver à participer au concours pour devenir mage. Concours qu'elle réussit. Donc on se retrouve avec cette jeune fille qui est un peu illettrée, impulsive et qui sait pas du tout pourquoi elle est là, ni chercher vraiment comment gagner de l'argent. Donc elle est là par pur hasard. Et bien évidemment, par la magie de l'histoire, elle se retrouve à devenir l'apprentie de l'Astyanax et elle va l'aider en fait dans sa quête du tueur de son mentor. Alors, j'ai beaucoup aimé l'histoire. Par contre, il y a un truc qui m'a un peu dérangée, c'est que on nous plonge dans un univers qu'on ne connaît absolument pas et en fait, jamais on ne nous l'explique. Donc par exemple, sur les 100 premières pages, on se retrouve à nous parler de mystographe et de mystographie. Sauf qu'il nous faut 100 pages pour savoir exactement ce que c'est. Et ça m'a un peu dérangée. J'aime bien le fait qu'on ne me prenne pas par la main pour m'expliquer absolument tout. Mais j'ai trouvé que le début de la lecture était dur à rentrer dedans, dans l'univers. Parce que justement, en fait, on me prenait pas du tout la main. C'est-à-dire qu'on me laissait vraiment genre, bon il se passe ça, tiens, regarde. Et je regardais, je me disais, mais de quoi on me parle exactement? Donc dans ce sens-là où j'ai été un peu mitigée sur le début, par contre une fois qu'on prend ses repères, là ça va. L'histoire coule toute seule, on a des personnages qui sont intéressants, on a pas vraiment de personnages en demi-teinte, par contre on reste beaucoup dans ce côté les gentils sont gentils, les méchants sont méchants. Mais ça m'a pas plus dérangé que ça. L'ouverture vers le tome 2 est très intéressante. J'ai vu qu'il était en train de sortir, là le tome 2, ou qu'il était déjà sorti. Je le lirai, je suis curieuse.
Donc voilà, c'est vrai que c'était une bonne lecture pour moi sur la fin, mais qui a été un peu compliquée au début et j'ai mis pas mal de temps à rentrer vraiment dedans. Et alors, dernier menu. Donc dans ce menu, j'ai validé 2 sous-catégories sur 4. Et on va de moins en moins, c'est-à-dire le premier menu on avait 3 sous-catégories sur 4, le deuxième 2 sous-catégories sur 4, et je sais que dans le troisième j'ai quasiment rien lu. Alors, sous-catégorie, les rêves d'Aurore, LGBTQIA+, militantisme, etc. J'avais mis parcours d'une altermondialiste de Starhawk, plus catégorie à compléter, et j'ai toujours pas pris le temps de compléter. Sous-catégorie, Sarah Bernard, monstre sacré, dramaturgie, théâtre. J'avais mis Songe d'une nuit d'été et Sainte-Jeanne des abattoirs de Brecht, et je ne les ai pas lus. Dans la catégorie Les écailles de Mélusine, féminisme, transformation, métamorphose, j'avais mis Femme qui court avec les loups de Clarissa Pinkola Estés, et celui-là honnêtement je pense que je ne vais pas le lire parce qu'il trône dans ma palle et à chaque fois que je le regarde je me dis non, j'ai pas envie. J'ai pas envie du tout. J'ai mis également Difficult Woman de Roxane Gay, que par contre j'ai très envie de lire et je pense que ça va être un des prochains. Et j'avais mis Simone Veil, L'Immortel de Dufaux et Bresson, que j'ai lu. Et alors là, énorme coup de cœur pour ce roman graphique. Alors, je vais essayer de vous montrer les illustrations petit à petit. On y suit 2 événements déterminants dans la vie de Simone Veil, que je connaissais très peu au final. D'une part, on va se retrouver avec, sur certaines pages, le moment où Simone Veil a dû faire passer à l'Assemblée nationale sa loi pour l'IVG, avec voilà, tous les discours qui ont découlé. C'est incroyablement dur. Honnêtement, je suis bluffée. C'est-à-dire que je me doutais que c'était compliqué à cette époque-là de faire passer une loi sur l'IVG. Je ne me doutais pas de tout ce qu'elle avait pris dans la tronche et du courage qu'il avait fallu pour rester assise là, à écouter des gens, mais lui lancer les pires horreurs. Vraiment, donc on est sur voilà, ce type de page que je trouve très belle et très minimaliste, et j'ai adoré. Et c'est entrecoupé, donc 2 pages qui sont en jaune. Ces pages-là sont souvent en bleu ou en vert quand elles sont à l'Assemblée. Les pages qui sont en jaune, c'est un flashback sur, on va dire, la fin d'adolescence et toute sa vie de jeune adulte, puisque Simone Veil est juive et qu'elle a donc été envoyée en camp de concentration avec toute sa famille. Son père et son frère ont été tués, ses sœurs ont survécu, sa mère est morte. Et en fait, le récit de ces 2 périodes s'entrecoupe. Donc j'ai beaucoup aimé en fait ces pages qui sont bleues, vertes, mais assez froides, avec beaucoup de texte pour raconter ce passage à l'Assemblée nationale et ce changement de ton complet. Alors en fait, je me suis trompée, je viens de regarder. Les pages jaunes, c'est sur son enfance, quand elle était sur son début d'adolescence, quand elle était encore libre. Et au moment où elle part en camp de concentration, ça devient complètement noir. Et on a très peu de texte. Et en fait, j'ai apprécié ce changement de ton. C'est quelque chose qu'on retrouve en littérature, notamment en littérature des camps de concentration. C'est ce qu'on va appeler l'aporie du langage. Le fait que ce qui se passe, c'est tellement indicible qu'on va pas mettre de mots dessus. On met pas de mots, mais les dessins qui sont là, ils sont très clairs et très poignants. Moi, ça m'a glacé le sang. Moi, j'ai chouiné parce que je chouine toujours. C'est... Je sais pas en fait comment le décrire. C'est très beau. Et en même temps, c'est extrêmement... C'est horrible. C'est complètement horrible. Mais dans le récit qui se fait de cette période-là, c'est beau. Donc j'ai du mal à trouver les mots. Ça m'a vraiment bouleversée cette lecture. Hop. Et je vous montre, on est sur des pages avec plus beaucoup de texte, avec un dessin qui est très simple. Mais mon Dieu, qu'est-ce que cette BD est belle. Et ouais, si vous êtes comme moi et que vous ne connaissez pas beaucoup Simone Veil, jetez un coup d'œil là-dessus. Jetez un coup d'œil là-dessus et faites-le lire à vos filles, à vos cousines, à vos mères, à tout le monde, parce qu'au final, c'est vrai qu'on lui doit beaucoup. Et je pense qu'il a fallu un courage
un courage sans nom en fait pour affronter tout ça et... Chapeau madame, vraiment chapeau, et chapeau pour cette BD que j'aime énormément. Et du coup c'était le dernier de ma pile, donc dans la catégorie qui suit Nausicaa de la vallée du vent, elle me tentait vraiment pas cette catégorie, j'ai pas de livre à mettre dedans, donc je la compléterai peut-être, ou peut-être que ce sera ce que je considérerais comme ma catégorie de Joker dans laquelle je ne mettrai rien, et je me dirais eh ben tant pis. Donc voilà, en gros on est sur quand même du plutôt mitigé, c'est-à-dire qu'on a des gros coups de cœur, on a des romans plaisants mais un peu imparfaits, et on en a qui m'ont complètement laissé de marbre et qui pour moi ont fait un flop. J'ai pas de flop énorme non plus dans le sens où j'ai pas abandonné un livre en cours de route en me disant oh mon dieu c'est horrible, c'est vraiment nul, je ne lis pas. Donc voilà, là il me reste encore 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 livres que j'ai et qui composeront donc ma palle de novembre. Enfin déjà la fin de ma palle d'octobre et ma palle d'Halloween et donc novembre. Je vais bien entendu rajouter d'autres livres parce que c'est vrai que les sujets, je trouve, se rejoignent beaucoup et au bout d'un moment j'en ai marre de lire la même chose. Et puis je suis curieuse de savoir ce que vous avez lu, dans quelle catégorie, s'il y a certains des bouquins que je vous ai présentés qui vous tentent. N'oubliez pas que je fais souvent des chroniques plus rapides sur Instagram ou directement même en story Instagram. Donc rejoignez-moi là-bas et puis venez me donner votre avis. Et je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à la prochaine fois.